il y a quand même une prise de conscience qui est assez incroyable en ce moment. Il y a une prise de conscience qui s'est faite particulièrement cette année, je pense, et notamment pendant le Covid. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait comme crise climatique, c'était souvent vu dans nos yeux d'Européens comme à l'autre bout du monde, en Afrique, etc., et qui allaient eux en pâtir. Et en fait, depuis peu, on prend conscience extrêmement fortement que ce changement climatique, il est là tout de suite présent maintenant dans toutes nos régions. L'année dernière, il y avait 6 départements qui étaient en sécheresse à cette époque-là. À ce jour, il y en a, je crois, 50. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission L'entreprise d'après, dans laquelle nous évoquons, à travers des entretiens, l'urgence de transformation des entreprises, des transformations sociales et environnementales profondes qui peuvent être aussi anxiogènes pour celles et ceux qui font l'entreprise. Nous collectons ici des solutions avec des experts et expertes qui ont théorisé ou mis en application la place de l'entreprise dans la transition écologique. Je reçois aujourd'hui mon nouvel invité, Charles-Henri Maria. Bonjour. Bonjour. Charles, tu es fondateur du label Positive Workplace, qui est un label RSE créé en 2019 et qui s'adresse à toutes les organisations. Alors, Positive Workplace, est-ce que du coup tu peux nous dire ce qu'est une entreprise positive? Oui, alors, Positive Workplace, déjà, c'est effectivement un label RSE et qui a pour vocation d'interroger l'entreprise sur 2 points. Sa structuration en termes d'engagement RSE, et on va confronter ça avec le ressenti des parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs. Donc, on est vraiment dans une notion d'authenticité de la démarche. Et donc, je dirais qu'une entreprise positive aujourd'hui, c'est une entreprise qui a pris conscience de ces enjeux et qui l'expose avec ses parties prenantes et qui construit ensemble des solutions. Si je peux juste continuer dans l'idée, le concept est simple, c'est qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de nos ressources. On parle beaucoup de carbone, et j'aime bien dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Le carbone, dans la réalité, il y a d'autres urgences qui sont notamment au niveau de la biodiversité. Et donc une entreprise positive, c'est une entreprise qui a pris conscience qu'on est arrivé à la limite de ses ressources, et donc qu'il faut non plus essayer d'exploiter ses ressources au maximum pour faire l'argent, être en compétitivité, mais plutôt de travailler avec son écosystème pour essayer de garder, préserver ses ressources au maximum et de pouvoir travailler dans l'économie circulaire, dans l'économie de la fonctionnalité. Donc je dirais qu'une entreprise positive, c'est avant tout une entreprise qui a pris conscience de ces enjeux et qui se structure avec ses parties prenantes vers un avenir qui est en tout cas plus responsable ou plus conscient des enjeux de la planète. Alors, tu parles des enjeux de la planète qui peuvent être différents, hein, le carbone, la biodiversité, les ressources en général. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les différents impacts, soit les impacts sociaux, environnementaux, locaux ou de gouvernance? Alors c'est intéressant ta question, parce que nous, dans le programme, justement, on va interroger les salariés, les clients, les fournisseurs, et ce qu'on remet à la fin du programme, c'est finalement des idées qui viennent du terrain. Et ces idées, on les classe par thématique. Environnement, social, gouvernance, activité, cœur d'activité, impact local, pardon. Et on a vu qu'il y a un côté contextuel, en fait, finalement, aux enjeux. On a eu 2 ans de Covid derrière nous, et peut-être pas terminé malheureusement, mais on a vu que pendant les crises Covid, les enjeux sociaux étaient plus importants. Et puis finalement, on est revenu, j'ai envie de dire, sur une prise de conscience qui est plutôt environnementale depuis, j'espère, cette fin de Covid, où les sujets environnementaux deviennent vraiment prépondérants. Donc je dirais, on fait souvent le lien RSE, environnement. Il ne faut pas oublier que dans RSE, il y a S, et le S, il est aussi fondamental, parce que ce sont les hommes qui agissent, ce sont les hommes qui agissent ensemble. Et donc, clairement, je dirais que les deux sont à manier de fond. Après, vous avez des outils comme l'entreprise à mission, comme les labels, etc., qui permettent aussi de structurer cette démarche. Vous avez des matrices de matérialité qui permettent aussi de classer ces enjeux. Mais grosso modo, je dirais que le focus que nous ressent aujourd'hui, notamment au niveau des grands donneurs d'ordre, reste quand même plutôt environnemental et focus carbone. Voilà. Ok. Alors, tu as rappelé juste avant l'importance justement des parties prenantes et que Positive Workplace, du coup, interroge les parties prenantes dans le processus de labellisation. Pourquoi interroger les parties prenantes? Parce que le constat est évident, une notation qui est basée sur de la revue documentaire n'a aucune valeur, ou très peu pour moi. C'est-à-dire que vous pouvez être absolument exemplaire sur
vos chartes, vous avoir fait signer ça à tous vos collaborateurs, vos fournisseurs, etc. Mais globalement, qui peut vraiment témoigner de ce qui se passe dans les entreprises, à part les principaux concernés et les parties prenantes. Donc, vraiment, le concept du label est basé vraiment là-dessus, c'est de dire, bah voilà, on va aujourd'hui, enfin, peut-être que j'ai une vision un peu subjective du sujet, mais clairement, le côté RSE reste central aujourd'hui dans les préoccupations des entreprises et des organisations, hein, pas que des entreprises. Hein. Et donc, le fait d'avoir ce sujet qui devient central, bah, ça nécessite derrière d'être capable d'apporter des preuves. Et donc, il y a des preuves documentaires, mais pour moi, l'étape de demain et l'étape même d'aujourd'hui qu'on propose, c'est la preuve aussi par l'engagement des parties prenantes. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est fondamental. Et le deuxième point, pourquoi je pense que les parties prenantes sont fondamentales dans une démarche, c'est qu'en fait, seul, on reste malheureusement un peu isolé des solutions qui peuvent exister auprès de son écosystème. Et donc, j'aime vraiment pousser ce message-là en disant que voilà, c'est fini le temps de la compétition. Il faut qu'on rentre dans un temps de la collaboration. Il faut plus qu'on utilise notre temps à épuiser des ressources, mais plutôt qu'on utilise notre temps à essayer de les préserver. Et donc, concrètement, les solutions, moi, ne peuvent venir que du terrain et que du dialogue qu'il peut y avoir avec les parties prenantes. C'est pour ça que notamment le label a un logo avec une petite bulle qui symbolise justement cet échange et qui le rappelle finalement au quotidien quand on le voit sur les sites internet, etc. quoi. Ça veut dire que les parties prenantes doivent être impliquées dans la transition écologique de l'entreprise? Évidemment, si votre client ne met pas de critères, ne serait-ce qu'environnementaux, dans le choix de ses fournisseurs, ben on va continuer à faire comme on a toujours fait. C'est évident. Donc oui, évidemment, les clients ont une responsabilité. Et par contre, c'est intéressant parce que nous, on a une vision qui est extrêmement intéressante du marché. C'est-à-dire que vous allez avoir des gros donneurs d'ordre aujourd'hui qui ont commencé à intégrer des critères RSE dans les appels d'offres. À ce jour, on a plutôt une moyenne autour de 20%. Ce qu'on est en train de voir avec nos discussions qu'on a avec ces grands donneurs d'ordre, que ce soit privé ou public, c'est que les critères RSE sont en train de monter à 50%. Et donc, demain, une entreprise qui a loupé ce coche va aussi perdre du business, perdre de l'activité. Donc, c'est un enjeu encore plus important aujourd'hui. On parle de durabilité de l'entreprise, mais on parle aussi de finance. Et dans les finances, il y a aussi l'accès au marché. Et l'accès au marché va se faire de plus en plus par la RSE. Si je peux faire un petit exemple, prendre un petit exemple, on travaille avec l'IRECO, qui est le leader mondial de mémoire, enfin, ou pas loin en tout cas, de la fourniture de bureaux. L'IRECO est en train de développer une plateforme responsable, en fait, une marketplace responsable. Et le premier critère, c'est est-ce que vous avez un label? Si vous êtes labellisé Positive Workplace, B Corp, Lucie, etc., bah vous passez l'étape et vous intégrez la marketplace. Si vous n'avez pas fait ça, bah vous devez répondre à une dizaine de questions et justifier finalement vos engagements. Donc, je pense que nos métiers aujourd'hui, ou notre mission à nous en tant que label, c'est vraiment de garantir l'authenticité de la démarche, la véracité de la démarche auprès des grands publics, des acheteurs, du consommateur, etc. Donc on a un rôle qui est très important dans ce marché et qui devient de plus en plus central. Est-ce que du coup on voit des résultats dans l'implication des parties prenantes dans cette transition écologique des entreprises? Oui, alors c'est justement, on anticipe un tout petit peu la démarche qu'on est en train d'entreprendre sur cette fin d'année, c'est qu'on va mesurer l'impact. Et parce qu'effectivement, une labellisation reste aussi à la fois inspirationnelle et opérationnelle, mais aussi une grosse partie d'inspirationnel. Et je pense que les attentes aujourd'hui, quand je parlais des consommateurs, des clients, etc., sont vraiment sur de la preuve. Et donc, effectivement, nous on le voit, les entreprises qui ont intégré la démarche il y a maintenant 2 ans, ou plus pour certaines, les premières, se portent bien, ont une belle croissance, recrutent assez facilement. Donc, on le voit au niveau de l'impact, j'ai envie de dire, interne, hein, mais on le voit aussi au comportement qu'ils peuvent avoir avec leurs partenaires. Ils se sont rapprochés. Le fait d'avoir envoyé ces enquêtes, bah, ça a permis de créer des ponts, de créer des discussions, de trouver des solutions ensemble. Je peux prendre un exemple assez marquant. On a une entreprise qui est venue nous voir, une des premières, hein, qui s'appelle Time to Fly, qui fait du conseil pour l'aviation. Donc, premier abord, ça paraît pas, quand on parle de RSE, c'est pas ce qui saute aux yeux, hein, l'aviation. Et ben, cette entreprise était vraiment en difficulté pendant Covid. Hein. Je crois qu'ils étaient passés de 20 personnes à une dizaine, hein, fortement impactés par la crise. Et après le label, le programme de labellisation, ben, on leur a soumis l'idée de décarboner finalement le secteur aérien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont embauché
des compétences en avance de phase qui étaient capables de réaliser des bilans carbone. Et à ce jour, ils ont doublé leurs équipes et ils font les bilans carbone de tous les aéroports de France quasiment. Donc c'est intéressant de voir aussi que cette transformation finalement va dans le sens de l'histoire et ce sens de l'histoire, heureusement, il va dans le bon sens. Voilà, donc je dirais que l'impact aujourd'hui, il est clairement visible, mais on rentre de plus en plus dans une notion de mesure. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des procès, je crois, par des étudiants, les procès de la RSE qui se projetaient dans 100 ans et qui disaient mais la RSE, vous n'avez pas agi suffisamment, vous n'avez pas fait assez fort. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la RSE est en train d'être une notion de fin, entre guillemets, qui est en train de se terminer. On est en train d'aller vers de la mesure d'impact, de la preuve et de l'engagement plus fort, notamment par le biais de la partie statutaire, puisque de plus en plus d'entreprises deviennent sociétés à mission. Nous, évidemment, en tant que label RSE et européen, on prône cette idéologie, on prône cette méthodologie de cette qualité d'entreprise à mission. Mais clairement, on voit qu'aujourd'hui, ça bouge énormément sur ces sujets-là et on espère que ça continuera dans ce sens-là. Ça me fait penser, j'y pense à un podcast qui, il me semble, s'appelle On a failli sauver la planète. Je pourrais mettre en description c'est possible, le lien. Oui. Il y a plusieurs scénarios qui sont plus ou moins catastrophistes en fonction des sujets. Si je peux juste rebondir là-dessus, il y a quand même une prise de conscience qui est assez incroyable en ce moment. Il y a une prise de conscience qui s'est faite particulièrement cette année, je pense, et notamment pendant le Covid. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait comme crise climatique, c'était souvent vu dans nos yeux d'Européens comme à l'autre bout du monde, en Afrique, etc., et qui allaient eux en pâtir. Et en fait, depuis peu, on prend conscience extrêmement fortement que ce changement climatique, il est là tout de suite présent maintenant dans toutes nos régions. L'année dernière, il y avait 6 départements qui étaient en sécheresse à cette époque-là. À ce jour, il y en a, je crois, 50, quelque chose comme ça. Donc, on voit quand même qu'au quotidien, on touche le fait que voilà, les terres sont de plus en plus arides, on a des transformations climatiques qui sont inhabituelles, on a des impacts qui sont très forts. Donc, je pense que c'est ça qui va accélérer l'impact aujourd'hui, c'est cette prise de conscience aujourd'hui, tout de suite, devant notre porte, quoi. Peut-être une dernière question rapide sur les parties prenantes. On a parlé des parties prenantes en général, il y a différentes parties prenantes, en interne comme en externe. Est-ce qu'elles ont un rôle différent et quel est le rôle justement dans la transition écologique ? C'est le rôle des parties prenantes aujourd'hui, c'est, je dirais, d'assumer la réalité en face et de pouvoir faire des ponts les uns avec les autres. Donc, c'est-à-dire qu'une partie prenante va avoir, on parle de consomme-acteur, va avoir une influence finalement sur la transition énergétique, sur la transition sociale, etc. Donc, je dirais que le point le plus important, c'est vraiment de prendre conscience de cet enjeu, de prendre conscience du pouvoir qu'on peut avoir en tant que partie prenante et de créer des ponts, et c'est ce qu'on fait avec le label. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer à une partie plus RSE, puisque Positive Workplace est un label RSE. La RSE peut être perçue, à tort ou à raison, comme un élément un peu marketing pour vendre toujours plus et pour perpétuer un peu une entreprise qui n'est pas forcément compatible avec un monde vivable. Absolument. Est-ce que c'est dans l'ADN d'une entreprise positive de lutter un peu contre ce greenwashing ? Oui, et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un enjeu. Pour moi, quand on a créé Positive Workplace, le but, c'était pas de donner une médaille aux meilleurs. Clairement, moi, bon, c'est bien de donner des médailles aux meilleurs, tant mieux, ça leur fait des trophées, ils sont ravis. Mais clairement, l'objectif, c'est quand même d'embarquer aussi les derniers de la file ou les derniers de la classe. Donc, je trouve ça fondamental aujourd'hui que dans des démarches comme les nôtres, on puisse inclure finalement ceux qui paraîtraient peut-être de loin comme peut-être moins responsables, etc. Et de pouvoir les aider à se transformer. Donc, je dirais que effectivement, la notion de RSE aujourd'hui est importante. La notion de greenwashing aussi est importante. Il faut faire évidemment très attention à ça. Mais le fait de pouvoir interroger les parties prenantes nous préserve aussi du greenwashing. Et j'aime bien dire que quand on intègre une démarche RSE et une labellisation, c'est un garde-fou à des actions inappropriées dans une entreprise. Donc ça donne un cap. Et nous, ce qu'on propose évidemment dans le label, ce qui est noté, j'ai envie de dire, dans la démarche, c'est aussi la structuration et l'ambition de la démarche. Donc il y a aussi ce sujet-là. Donc tu dirais qu'une entreprise positive, c'est pas forcément une entreprise qui a terminé sa transition, non. Mais qu'elle peut être en cours justement. Absolument, oui, tout à fait. Maintenant, donc, on va poser une question un peu générique sur les labels. À quoi ça sert un label RSE ? J'aime bien dire que j'y crois pas au label, mais dans le sens que
que ce sont des guides, ce sont des méthodologies. Ça sert surtout à structurer sa démarche-là et d'être accompagné, et de pouvoir se mesurer les uns les autres aussi, mais et d'identifier des sources. Mais clairement, aujourd'hui, les labels comme les nôtres sont fondamentaux dans la prise de conscience de l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que vous allez avoir des labels sectoriels, vous allez avoir des labels généralistes. Des labels généralistes comme les nôtres, aujourd'hui, ont cette complexité de pouvoir s'adresser aussi bien à une TPE, voire une société unipersonnelle, parce qu'on a dans les entreprises labellisées, il y a des entreprises qui sont unipersonnelles, hein, et aussi de pouvoir accompagner des entreprises qui soient beaucoup plus grandes. Donc évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais par contre, ça permet vraiment d'avoir un cadre. Et ce cadre-là, il doit pour moi être en phase avec des grandes ambitions ou des grands enjeux qui sont plus hauts que ça, qui sont au niveau européen, ce qui est en train d'être traité au niveau de la CSRD, typiquement. Les labels comme le nôtre doivent déjà s'aligner avec les grands standards internationaux ou à minima européens. Et puis, je dirais qu'il y a un autre enjeu, puisqu'on parle de labels, et que je ressens aussi chez nos clients, c'est la notion de concordance des labels. On en parle très peu. On dit toujours qu'il y a une jungle des labels. Je suis absolument pas d'accord parce que grosso modo dans les généralistes il y en a 3-4 quoi. Et plus il y en aura, je dirais mieux c'est, parce que à ce jour on fait beaucoup de bruit autour de tout ça, mais c'est tout mouillé. À peu près 1000 entreprises en France qui sont labellisées ou certifiées RSE. Enfin, par rapport à 4 millions de PME, on est très très loin du compte, hein, et de la transformation qu'on pourrait attendre de l'économie. Donc je dirais que clairement aujourd'hui, nos labels sont là pour fixer le cap, et puis l'idéal, c'est que demain, on arrive à trouver une concordance les uns avec les autres pour éviter qu'il y ait de multiples notations, parce qu'on ressent aussi chez nos clients un certain ras-le-bol de compléter des référentiels, des référentiels, des référentiels. Donc il y a ce double enjeu aujourd'hui des labels, d'inspirer et puis de s'entendre aussi les uns avec les autres. Et chaque fois que je fais une intervention dans des podcasts ou quoi que ce soit, j'appelle mes confrères à ce qu'on puisse se mettre enfin autour d'une table et qu'on s'organise pour qu'on crée ensemble une matrice de concordance, pour qu'au moins au niveau du consommateur, des clients, des acheteurs, etc., il y ait une lisibilité sur la démarche. Et j'aime quand même dire qu'on est le seul label aujourd'hui au monde généraliste qui a des vrais critères qu'on puisse voir sur Internet et qui sont visibles du grand public. Si vous regardez aujourd'hui Positive Workplace, pour être labellisé une étoile, il faut avoir un certain nombre de points et être bon sur l'ensemble des items, activités, gouvernance, etc., puis être reconnu par ses parties prenantes. Pour être 2 étoiles, il faut avoir réalisé un bilan carbone sur l'ensemble de ses activités et avoir mis en place un plan de réduction de son empreinte carbone aligné avec les accords de Paris, ou avoir inscrit sa raison d'être dans ses statuts. Et pour être 3 étoiles, il faut avoir les deux. Donc je dirais qu'il y a aussi cet enjeu de pouvoir fixer le cap. Pourquoi on a choisi aujourd'hui ces 2 principaux sujets qui sont le carbone et finalement la partie raison d'être ou entreprise à mission, c'est que ce sont pas forcément, pardon, je fais l'amalgame entre les deux, la raison d'être dans les statuts n'est pas forcément entreprise à mission, mais pourquoi on a choisi les deux, c'est que la première, il y a une urgence climatique qui fait concordance auprès de l'ensemble des donneurs d'ordre, et le deuxième, c'est qu'on a aussi un enjeu de structuration de la démarche, et je reste français européen, et aujourd'hui je suis prône l'entreprise à mission par rapport à d'autres modèles. Selon toi, on ne peut pas vraiment se perdre, en tout cas si par exemple des gens nous écoutent de fonction achat d'entreprise ou même des consommateurs, ne peuvent pas se perdre entre différents labels, ou même que ce soit des labels entreprises par rapport à des labels produits. Oui, il y a un vrai sujet là-dessus. Je ne crois pas aujourd'hui qu'un label entreprise puisse être déposé sur un produit. Voilà. Pour moi, on trompe le consommateur sur ce sujet-là, parce qu'à partir du moment où on dit que le produit est engagé, etc., c'est pas tout à fait ça qui a été analysé dans une démarche RSE. Ça a été la stratégie, et puis finalement l'impact général de l'entreprise, mais pas forcément le produit en tant que tel. On peut avoir des entreprises qui sont très bien structurées, mais qui peuvent avoir des produits pourris, hein. Donc il faut faire aussi attention à cet amalgame-là. Et je dirais que dans l'idéologie du label, nous aujourd'hui, on est vraiment dans cette vision d'arrêter de produire des choses qui servent à rien. C'est-à-dire que le message qu'on va avoir auprès de nos clients, c'est arrêter de produire des produits qui ne servent à rien, qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas durables dans le temps. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir avoir une vision plus long terme sur ce qu'on produit, et vraiment se poser la question du juste besoin. On parle beaucoup, et d'autant plus depuis le renouvellement du gouvernement, de sobriété. C'est un des mots qui est en train de redevenir à la mode. Cette sobriété, elle doit s'opérer au quotidien. Quand on voit, je suis sûrement certains qui nous écoutent ou qui nous voient, ont des enfants. Quand vous voyez une chambre d'enfant aujourd'hui,
le nombre de produits obsolètes qui ont une durée de vie d'à peu près 3 semaines, composés 99% de plastique, voire de bois, mais c'est pas toujours mieux, en multiplicité dans une chambre, on peut se dire qu'il y a un sujet. Il y a un vrai sujet sur ces... Enfin, c'est un exemple, hein, mais ces sujets qui sont marquants et qui sont aussi grand public, c'est pour ça que j'en parle, mais il y a un vrai sujet sur les produits qu'on utilise et qu'on vend et qu'on fabrique. Finalement, on revient un peu à la première réponse sur le fait que, là, tu me réponds un peu plus précisément sur le fait que c'est l'activité aussi qui prend un peu plus de place dans la hiérarchie. Évidemment, c'est fondamental. L'activité, le cœur d'activité de la boîte est fondamental, sinon ça s'appelle du greenwashing. Alors, si je peux juste conclure sur ce point-là, pour nous, si vous voulez vraiment rentrer dans une démarche RSE, il y a finalement 2 questions à se poser, hein. C'est un, comment vous transformez votre modèle d'affaires? C'est concrètement, comment vous faites aujourd'hui pour transformer ce que vous faisiez d'avant vers des choses plus responsables et plus viables dans le temps? Et 2, quelle part de votre chiffre d'affaires y contribue? Et à partir du moment où vous avez posé ces 2 questions-là, vous avez posé les principales questions. À partir de là, on pourrait presque noter toutes les entreprises quasiment là-dessus, hein. Maintenant, il faut arriver à définir aussi des standards de ce qu'on appelle responsable, et c'est extrêmement complexe parce que toute activité est différente. Vous prenez même 2 entreprises qui font quasiment la même chose, on peut avoir des visions différentes en fonction de leurs clients. Donc, il y a aussi ces enjeux-là. Mais voilà, si je peux résumer la RSE, c'est quand même pas mal ça. Okay. On va finir sur un côté plus concret. Ouais. Est-ce que tu as des exemples de déclics dans les entreprises que tu as pu accompagner ou d'autres entreprises, déclics du coup dans la transition écologique et du coup dans aussi la transition de leur modèle d'affaires? J'en trouvais intéressant, on travaille avec toute la presse, hein, aujourd'hui, presse quotidienne régionale, mais aussi depuis peu on a lancé un audit sur l'ensemble de la presse d'information générale, donc c'est quand même un paquet de titres. C'est un secteur que je trouve passionnant parce que effectivement vous allez avoir des enjeux d'ordre produit, hein, finalement, la presse quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours on produit des journaux qui sont livrés, donc il y a une notion de papier, il y a une notion de livraison, de carbone, il y a une notion d'humain aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les journaux sont livrés à 6 h du matin, donc il y a aussi des conditions de travail derrière tout ça. Et en même temps, il y a une prise de conscience dans ce secteur-là qui est incroyable, avec une transformation vers du numérique. Après, on a des enjeux, parce que la valeur ajoutée de ce travail de journaliste est malheureusement trop ponctionnée par les GAFAM, mais grosso modo, et les droits voisins, etc. Mais grosso modo, on est aujourd'hui dans une transformation de ce secteur qui est historique et qui se transforme vers du numérique. Et pour ces activités plus anciennes de type papier, il y a aussi une grosse transformation qui se fait au niveau de la loi, mais aussi au niveau des éditeurs, hein, puisque vous allez avoir, depuis peu, la loi, la AGEC a empêché les blisters sur les journaux, donc c'est déjà un paquet de plastique en moins. Et on travaille énormément sur la recyclabilité de ces journaux. Et puis l'Ouest France a lancé il n'y a pas longtemps des tests de récupération des journaux. Donc on est dans un cercle qui est de plus en plus circulaire à la place de linéaire. Et grosso modo, c'est vraiment ça l'essence de la RSE, c'est de pouvoir arriver dans un cercle de réutilisation des ressources au maximum, quoi. Donc ça, c'est un exemple. Après, je ne sais pas si j'en ai d'autres en tête comme ça, j'en pourrais en avoir plein, mais voilà, je trouve que c'est assez marquant, voilà, où je pense aussi notamment à des entreprises comme La Redoute, typiquement. La Redoute, aujourd'hui, qu'on accompagne sur ces sujets-là, a lancé un audit RSE auprès de toutes ces marques qui revendent sur leur site. Donc on a lancé ça en début d'année. On a 600 marques qui vont être analysées et notées par nous dans le but d'avoir une offre de plus en plus responsable et qui ne soit pas juste due au feeling, au doigt mouillé, je sens que cette offre, puisqu'elle communique dessus, elle est responsable. Non, non, il y a un vrai audit qui est complet avec la preuve documentaire, avec une analyse de notre part, avec une notation qui est faite, une notation produit. Donc il y a une transformation aussi vers du mieux sur des grandes entreprises qui ont aussi un impact fort, hein. Le e-commerce est quand même est en pleine croissance et donc a besoin de se repenser aussi. Alors pour finir en très court, un conseil pour les personnes qui sont dans une entreprise et qui souhaitent se lancer dans une démarche? Je dirais que le conseil que je vous donnerais, c'est que au 1er septembre de cette année, donc 2022, nous allons laisser libre accès à tous nos référentiels, qui sont tous traduits à minima en anglais. On va les traduire en plusieurs langues parce qu'on commence à avoir des clients un peu partout dans le monde. Mais je dirais au moins, inscrivez-vous sur cette plateforme-là, c'est gratuit, hein, commencez ne serait-ce qu'à lire les questions qu'il y a dedans.
ça va déjà vous inspirer sur la suite. Et puis, je dirais, si vous êtes réfractaire à l'idée de la RSE, bah, prenez pas ça comme un risque, mais prenez ça plutôt comme une opportunité. Et si vous n'avez pas envie de le gérer vous-même en tant que dirigeant parce que vous n'êtes pas capable de l'incarner ou vous ne vous sentez pas aligné avec ces sujets-là, déléguez-le dans vos entreprises. C'est évident, ça pousse les nouvelles générations qui rentrent sur le marché du travail sont extrêmement en attente sur ces sujets-là. Je n'apprends rien à personne, mais clairement, je dirais, ne pas prendre le sujet aujourd'hui, ce serait un vrai risque. Le conseil, c'est de s'y mettre plus tôt, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, merci Charles-Henri Marniat d'avoir participé à notre émission, l'entreprise d'après. J'espère que ça aura pu aider plein de personnes dans les entreprises pour pouvoir aussi se lancer dans une démarche de réalisation et puis transformer aussi son modèle d'affaires. Allez, oui, c'est urgent. Merci.